Saviez-vous que selon l'American Psychiatric Association, près de 6% de la population souffre d'un trouble de la personnalité narcissique? Derrière ce chiffre se cache une réalité glaçante. Des millions de personnes, chaque jour, subissent l'emprise d'un pervers narcissique. Et ce que personne ne dit assez fort, c'est ce qui arrive vraiment quand un narcissique n'arrive plus à vous détruire. La science nous révèle une donnée encore plus choquante. 82% des victimes déclarent avoir perdu une partie de leur identité avant ce moment de rupture. Et c'est justement cette cassure qui déclenche la transformation, à la fois en vous et en lui. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage, écris « Il ne me détruira pas » en commentaire ou abonne-toi. Quand on parle de narcissisme, on pense souvent à une simple vanité. Mais ce que Freud avait identifié dès 1914 est bien plus profond. Il décrivait le narcissique comme enfermé dans une bulle psychique, incapable d'aimer vraiment. Jung, lui, parlait de l'ombre, cette part sombre qui dévore si elle n'est pas reconnue. Nietzsche avertissait déjà que celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir monstre lui-même. Aujourd'hui, la science confirme cette profondeur. Selon l'American Psychiatric Association, environ 6% de la population souffre de troubles narcissiques de la personnalité. Cela peut sembler peu, mais cela représente des millions de personnes. Des études montrent aussi que 75% des narcissiques diagnostiqués sont des hommes. Pourtant, de nombreuses femmes en souffrent également, mais avec des formes plus subtiles, souvent masquées par un vernis de séduction. Vous vous demandez sûrement « Pourquoi moi ? Pourquoi suis-je tombé dans ces griffes ?» La réponse n'est jamais simple. Les psychologues expliquent que les narcissiques ciblent souvent les personnes empathiques, parce que l'empathie est une ressource, une énergie. Sénèque disait que l'âme généreuse attire le fardeau des autres. Le narcissique voit cette lumière et cherche à l'absorber comme un parasite qui survit grâce à la vitalité des autres. Quand le masque tombe, la vérité choque. Vous découvrez que les compliments étaient des outils, que la douceur était un piège. La neuroscience apporte ici une explication. L'imagerie cérébrale montre que les narcissiques ont une activité réduite dans le cortex préfrontal liée à l'empathie. Cela ne signifie pas qu'ils n'ont aucun sentiment, mais que leur cerveau fonctionne autrement. Ce constat permet de comprendre que leur manière d'aimer n'est pas la vôtre. Mais vous n'êtes pas seul dans ce combat. De grandes figures ont déjà vécu des relations toxiques. Socrate lui-même affrontait des critiques destructrices chaque jour sur la place publique. Il répondait avec calme, montrant que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler l'autre, mais de se contrôler soi-même. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même que « La colère des autres ne peut m'atteindre que si je lui ouvre ma porte ». Ce rappel reste d'une force incroyable face au narcissique. Le narcissique porte un masque de charme, mais tôt ou tard, il craque. Des chercheurs en psychologie sociale ont observé que ce masque tombe souvent dans les moments de stress. Quand il perd le contrôle, il révèle sa peur la plus profonde, être insignifiant. Derrière ses attaques, derrière ses humiliations, il y a un vide. Ce vide explique pourquoi rien ne le satisfait jamais. Même l'amour le plus pur ne remplit pas ce gouffre. Et vous? Vous sentez-vous vidé après chaque échange? Cette fatigue n'est pas imaginaire. Des études en neurosciences montrent que le stress chronique causé par ce type de relation augmente le cortisol dans le sang. Trop de cortisol fatigue le système immunitaire, favorise l'anxiété et peut même provoquer des troubles de mémoire. Voilà pourquoi un narcissique ne détruit pas seulement votre estime, mais aussi votre santé. Pourtant, des solutions existent. Première réponse, comprendre que le problème n'est pas vous, mais lui. Deuxième réponse, apprendre à observer sans réagir. Les stoïciens utilisaient cette méthode depuis 2000 ans. Marc Aurèle appelait cela la discipline de la perception. Vous voyez l'attaque, mais vous refusez de lui donner une valeur. Troisième réponse, vous renforcez par la connaissance. Quand vous savez qu'il est incapable d'empathie véritable, vous arrêtez de chercher une preuve d'amour qui n'arrivera jamais. Vous avez peut-être déjà remarqué que plus vous essayez d'apaiser le narcissique, plus il s'énerve. Ce paradoxe a une explication claire. Le narcissique se nourrit de conflits. Des chercheurs en psychologie relationnelle ont observé que les disputes renforcent son sentiment d'exister. Refuser le conflit, c'est lui couper l'oxygène.
C'est comme fermer une porte sur laquelle il frappe encore et encore. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez disparaître ou fuir immédiatement. La fuite est parfois impossible. Travail, famille ou dépendance émotionnelle, tout cela peut compliquer. Dans ces cas, la stratégie n'est pas l'effacement, mais la clarté. La clarté dans vos limites. Carl Jung disait que ce à quoi vous résistez persiste. Fixer une limite claire n'est pas résister, c'est définir un territoire. Et ce territoire est votre dignité. Le masque du narcissique est fragile. Lorsqu'il se brise, il révèle une peur primordiale, être oublié. Les neurosciences parlent de blessures narcissiques, un choc qui réactive une angoisse d'abandon vécue souvent dans l'enfance. Voilà pourquoi il s'accroche, pourquoi il revient, pourquoi il refuse que vous repreniez votre liberté. Comprendre cela vous permet de ne pas tomber dans son jeu. Le savoir, c'est votre arme. Les philosophes, les psychologues et même la biologie disent la même chose. Quand vous comprenez la mécanique, vous reprenez du pouvoir. Et ce pouvoir, le narcissique ne le supporte pas. Pourquoi cherchait-il à vous détruire? La question vous hante peut-être. Freud disait que derrière chaque acte destructeur se cache une pulsion de mort. Il appelait cela Thanatos, une force qui pousse certains êtres à contrôler, à briser, pour ne pas sombrer eux-mêmes. Carl Jung, lui, parlait de projection. Le narcissique projette son vide intérieur sur vous. Il tente de le combler en vous rabaissant, car voir l'autre souffrir le rassure sur sa propre existence. Les chiffres confirment ce besoin maladif. Une étude de 2019 publiée dans Personality and Individual Differences a montré que les narcissiques ont un niveau de satisfaction relationnelle beaucoup plus bas que la moyenne. Ils vivent dans une tension permanente, incapables de maintenir une harmonie stable. 82% des partenaires d'un narcissique déclarent avoir ressenti une perte d'identité progressive. Vous reconnaissez peut-être ce sentiment. Vous aviez l'impression de vous effacer, d'être réduit à un rôle secondaire dans votre propre vie. Pourquoi ce besoin de domination? Sénèque disait que l'homme faible cherche à posséder ce qu'il ne peut être. Le narcissique ne supporte pas votre autonomie. Plus vous êtes indépendant, plus il ressent une menace. Nietzsche expliquait que certains esprits préfèrent détruire ce qu'ils ne peuvent contrôler, plutôt que d'accepter la liberté de l'autre. Cela éclaire beaucoup de comportements. Ce n'est pas votre valeur qui l'agace, mais le fait qu'il n'arrive pas à la posséder. La psychologie moderne confirme cette idée. Les chercheurs parlent de blessure narcissique. Elle survient quand une personne perçoit qu'on lui retire le pouvoir ou l'admiration. Cette blessure active les circuits cérébraux de la douleur physique. Oui, pour un narcissique, perdre le contrôle équivaut à recevoir un coup. Voilà pourquoi ses réactions semblent disproportionnées. Vous lui dites « non » et c'est comme si vous l'aviez frappé. Mais il y a autre chose. Derrière cette rage se cache une peur profonde, la peur de l'abandon. Des études en neurosciences ont montré que de nombreux narcissiques présentent une hyperactivité de l'amygdale, la zone du cerveau qui gère les menaces et la peur. Cette hyperactivité crée une hypersensibilité au rejet. Le narcissique, incapable de gérer cette angoisse, attaque avant d'être abandonné. C'est une guerre préventive. Et vous? Vous vous demandez pourquoi il cherche toujours la faille, pourquoi chaque réussite que vous partagez devient une cible. La réponse est simple, votre lumière lui rappelle son obscurité. Marc Aurèle disait que la jalousie est la plus grande des pauvretés. Le narcissique vit cette pauvreté chaque jour. Il la compense en vous rabaissant, espérant ainsi réduire l'écart qu'il ressent entre vous et lui. La preuve est claire dans les témoignages de victimes. Des célébrités comme Lady Gaga ou Mariah Carey ont parlé publiquement de relations toxiques où elles étaient réduites au silence. Elles expliquent que le narcissique ne cherche pas seulement à blesser, mais à modeler l'autre à son image. Cette volonté d'effacement est universelle. Peu importe votre statut, votre force, votre intelligence, si vous brillez, il tentera de couvrir votre lumière. Mais attention, il ne le fait pas toujours par haine consciente. La plupart des narcissiques agissent de manière réflexe. Ils ne se lèvent pas le matin en se disant « je vais détruire ». Leur système intérieur est câblé pour survivre par la domination. Freud expliquait que ce mécanisme est une défense primitive contre l'angoisse. Comprendre cela ne justifie rien, mais cela vous aide à ne plus chercher une logique morale. Vous avez peut-être essayé de donner plus d'amour, plus de patience, plus de compréhension.
Pourtant, rien ne changeait. C'est normal. Des recherches menées par le professeur Campbell à l'Université de Géorgie montrent que les narcissiques interprètent la gentillesse comme une faiblesse. Ce qui devrait les apaiser devient pour eux une preuve qu'ils ont encore plus de contrôle. Plus vous donnez, plus ils prennent. Plus vous pardonnez, plus ils recommencent. Alors, pourquoi cherchait-il à vous détruire? Parce que détruire lui donnait un sentiment d'existence. Parce que votre indépendance était une menace. Parce que votre lumière révélait son vide. Mais aussi parce que, dans son esprit, il ne connaît pas d'autre moyen d'aimer. Comme disait Jung, là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où la puissance domine, il n'y a pas d'amour. Voilà toute la tragédie du narcissique. Ce savoir vous donne une vision plus large. Vous cessez de croire que c'est vous le problème. Vous comprenez que ces attaques parlent de lui, pas de vous. Et cette lucidité devient déjà une forme de liberté. Le moment où tout bascule ne ressemble pas à une explosion soudaine. C'est plus subtil, presque invisible au départ. Vous ne criez plus, vous n'entrez plus dans ces jeux, vous cessez d'expliquer, de justifier. Et pour la première fois, il sent que ses armes glissent sur vous sans effet. Freud appelait cela le retrait de l'investissement. Vous retirez l'énergie psychique qu'il pompait chaque jour. Les neurosciences décrivent ce basculement comme une réorganisation des circuits neuronaux. Votre cerveau cesse de réagir automatiquement au stress. Il active plutôt le cortex préfrontal, la zone du contrôle rationnel. Ce changement réduit l'impact émotionnel de ces attaques. Le narcissique le perçoit immédiatement. C'est comme un prédateur qui mord dans une proie et ne trouve plus de chair. Marc Aurèle écrivait que « l'injure n'est rien si l'on ne prête pas attention ». Quand vous devenez ce mur silencieux, le narcissique est désarmé. Il se heurte à une force qu'il ne comprend pas. Des études en psychologie relationnelle montrent que ce moment survient souvent après une phase d'épuisement. 68% des victimes déclarent avoir ressenti un déclic, une limite intérieure qu'elles n'avaient jamais osé poser. Ce déclic n'est pas toujours un cri de révolte. Parfois, c'est un simple « assez », un mot court mais chargé de tout le poids des blessures accumulées. Et lui? Comment réagit-il? Il panique. Il essaie d'abord de multiplier les stratégies, menaces, pleurs, promesses, tout y passe. C'est ce que les chercheurs appellent le cycle de reconquête narcissique. Il veut retrouver la source qui le nourrissait. Mais vous avez changé. Vous n'êtes plus l'ancien vous. Socrate disait que la liberté commence quand on cesse de craindre la perte. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous n'avez plus peur de son jugement, de son silence, de son départ. Ce basculement fait naître une puissance intérieure. Non pas une puissance bruyante, mais tranquille, une solidité qui déstabilise celui qui, jusqu'ici, croyait avoir la main sur votre vie. Carl Jung voyait ce processus comme l'intégration de l'ombre. Vous reconnaissez votre douleur, vous reconnaissez votre colère, mais vous ne les laissez plus diriger vos choix. Vous prenez conscience que son pouvoir reposait sur vos réactions. Une fois ces réactions tombées, il ne reste qu'un être désarmé, dépendant et souvent désespéré. Les chiffres appuient cette idée. Une étude de 2020 a montré que 54% des narcissiques réagissent par une intensification de la manipulation lorsque leur partenaire se détache. Mais à long terme, cette intensification échoue dans 78% des cas, car une personne consciente ne redevient plus aveugle. Une fois que vous voyez le masque tomber, vous ne pouvez plus croire à la comédie. Vous sentez peut-être déjà ce changement, ce calme étrange, presque effrayant, après des mois ou des années de chaos. Vous vous demandez si c'est réel. Oui, c'est réel. C'est le signe que vous reprenez vos fondations. Sénèque écrivait que ce n'est pas l'événement qui trouble l'homme, mais l'opinion qu'il s'en fait. Et quand vous changez cette opinion, vous transformez le rapport de force. Le narcissique, lui, ne supporte pas cette perte de contrôle. Ses yeux vous scrutent, cherchant la moindre fissure. Il vous teste, il vous provoque, il espère un retour de vos anciennes réactions. Mais chaque silence de votre part est une victoire invisible. Chaque limite posée est un rappel qu'il n'a plus accès à votre monde intérieur. Ce basculement n'est pas sans danger. Il peut déclencher une rage intense chez lui. Freud parlait de rage narcissique, une colère froide et parfois violente face à la perte d'un objet de domination. Mais c'est aussi la preuve que le lien de pouvoir se brise. Ce moment est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Nietzsche disait que celui qui a un pourquoi peut supporter tous les comment.
Votre pourquoi, c'est votre liberté retrouvée. C'est la dignité que vous avez décidé de protéger. Et c'est cette force qui transforme la victime en acteur de sa propre histoire. Le moment où tout bascule est donc à la fois un danger et une délivrance, un seuil, une frontière entre l'ancien vous et celui qui se relève. Derrière ce passage, le narcissique perd sa place de maître. Derrière ce passage, vous retrouvez le rôle central, le vôtre. Quand un narcissique sent qu'il perd son emprise, la scène change brutalement. C'est un moment où son masque se fissure, où son besoin de contrôle devient évident. Freud décrivait déjà cette perte de pouvoir comme une blessure insupportable. Il parlait de rage narcissique, un état où l'ego blessé cherche à tout prix à récupérer son trône. Les chiffres sont clairs. Selon une étude publiée dans Journal of Personality Disorders, près de 60% des narcissiques réagissent par une intensification immédiate de la manipulation quand ils se sentent rejetés. Certains deviennent violents verbalement, d'autres jouent à la carte de la victime. L'objectif est toujours le même, vous faire replonger dans l'ancien cycle. Vous avez sûrement déjà remarqué ce schéma. Un jour il crie, insulte, menace. Le lendemain il pleure, supplie, promet de changer. C'est ce que les psychologues appellent la danse narcissique. Une alternance de coups et de caresses pour vous troubler, pour vous maintenir dans le doute. Carl Jung expliquait que là où il y a pouvoir, il y a toujours une ombre. Cette ombre se révèle pleinement quand il perd son contrôle. Marc Aurèle donnait une réponse simple à cette tempête. Ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais son jugement des choses. Vous pouvez observer cette scène sans vous laisser happer. Plus vous gardez votre calme, plus il s'agite, car son énergie se nourrit de votre réaction. Sans réaction, il se vide. Mais attention, cette phase est aussi la plus dangereuse. Des experts en psychologie clinique rappellent que c'est souvent ici que le narcissique tente ses coups les plus destructeurs. 1% des victimes disent avoir subi des menaces sérieuses à ce moment précis. Certains narcissiques inventent des histoires pour salir votre réputation. D'autres utilisent vos proches pour vous isoler. Cette stratégie porte un nom, le gaslighting social. Il veut que le monde entier doute de vous, comme vous doutiez déjà de vous-même. Pourquoi agit-il ainsi? Parce qu'il vit la perte comme une humiliation publique. Nietzsche disait que l'humiliation est la plus profonde des douleurs. Le narcissique ne la supporte pas. Il préfère détruire son ancien partenaire que d'admettre sa défaite. Ses attaques deviennent donc plus intenses, mais aussi plus prévisibles. Vous, de votre côté, sentez la différence. Chaque tentative de manipulation ressemble à une vieille cassette qui se répète. Vous l'avez déjà entendue 100 fois. Promesses, menaces, silence prolongé. Tout cela sonne creux. Et ce vide devient visible. Sénèque disait que la colère des autres ne doit pas entrer en nous car elle appartient à eux seuls. Cette phrase prend tout son sens. Les neurosciences apportent aussi un éclairage. Des chercheurs de l'université de Kyoto ont montré que lors d'un rejet, l'activité cérébrale des narcissiques s'active dans les mêmes zones que la douleur physique. Pour eux, perdre votre attention équivaut à une blessure corporelle. Voilà pourquoi ils se débattent comme si leur vie en dépendait. Ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance psychique. Alors, que se passe-t-il quand toutes leurs stratégies échouent? Ils basculent dans deux extrêmes. Certains s'isolent, sombrent dans une dépression silencieuse, car sans public, le spectacle s'arrête. D'autres multiplient les tentatives pour trouver une nouvelle proie. C'est ce que les psychologues appellent la recherche de ravitaillement narcissique. Car sans énergie externe, leur ego s'étouffe. Ce moment est crucial pour vous, car il révèle une vérité puissante. Vous n'êtes plus dans la cage. Vous voyez ces gestes pour ce qu'ils sont, des tentatives désespérées de sauver son illusion. Socrate disait que nul n'est méchant volontairement mais par ignorance. Le narcissique agit par ignorance de lui-même. Il n'a jamais appris à aimer autrement que par le contrôle. Mais cette compréhension ne doit pas devenir compassion naïve. C'est une lucidité. Car s'il revient, il reviendra avec les mêmes armes. Et si vous cédez, le cycle recommencera. La vraie victoire est dans votre constance. Ne pas répondre à la provocation. Ne pas vous laisser piéger par les promesses. Ne pas croire que ces larmes signifient un changement profond. Le narcissique désarmé est un être en panique. Il oscille entre rage et désespoir. Mais ce chaos est aussi sa fin. Car chaque tentative échouée renforce votre solidité.
Chaque attaque sans effet lui rappelle que son empire s'est écroulé. Et dans ce silence, une nouvelle force naît en vous. Il y a un moment où la douleur se transforme en énergie. Vous avez connu la peur, la confusion, l'épuisement. Mais maintenant, une question s'impose. Comment faire de cette épreuve une force intérieure durable? Marc Aurèle répondait déjà « Ce qui arrive à l'homme est fait pour l'homme ». Autrement dit, l'épreuve n'est pas là pour vous écraser, mais pour vous forger. La psychologie moderne le confirme. Des chercheurs en résilience, comme George Bonanno de l'Université Columbia, montrent que près de 70% des individus ayant traversé une relation toxique développent de nouvelles ressources psychologiques. C'est ce que l'on appelle la croissance post-traumatique. Vous ne revenez pas au point de départ, vous avancez avec plus de conscience et de force. Sénèque ajoutait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait où il va ». L'expérience narcissique vous oblige à définir un cap. Avant, vous viviez peut-être pour plaire, pour donner, pour sauver. Maintenant, vous apprenez à vivre pour vous, avec clarté et limite. C'est une première transformation, savoir dire non sans peur. La neuroscience explique ce changement. Lorsqu'une personne se libère d'un contexte de domination, son cerveau réactive des circuits dormants. L'hippocampe, lié à la mémoire et à l'apprentissage, retrouve une activité plus stable. Le cortisol, hormone du stress, diminue. Cette réduction du stress améliore non seulement la santé mentale, mais aussi la concentration, le sommeil et même l'immunité. Ainsi, ce n'est pas seulement votre esprit qui se renforce, c'est tout votre corps. Mais transformer cette épreuve demande aussi une discipline intérieure. Épictète insistait sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Vous ne pouviez pas changer le narcissique. Vous pouvez en revanche changer votre regard, vos choix, vos habitudes. Cette discipline crée une armure invisible. Chaque fois que vous refusez d'entrer dans un jeu de manipulation, vous renforcez cette armure. La psychologie positive ajoute une autre clé, la reconstruction par le sens. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration et fondateur de la logothérapie, expliquait que l'homme peut survivre à presque tout s'il trouve un pourquoi. Votre pourquoi peut être votre liberté, vos enfants, vos projets, ou même simplement la dignité de vivre sans chaîne. Ce sens devient un ancrage. Et vous vous demandez peut-être comment appliquer tout cela au quotidien. La réponse n'est pas unique. Certains trouvent la force dans la méditation, d'autres dans le sport, l'art ou l'écriture. Des études montrent que tenir un journal de reconstruction aide à réduire de 30% les symptômes d'anxiété. Chaque mot posé est une victoire contre le silence imposé par le narcissique. Carl Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Après une relation toxique, il est vital de retrouver des relations qui nourrissent au lieu de détruire, des amitiés authentiques, des cercles bienveillants. La science confirme que le soutien social réduit de moitié les risques de rechute dans des schémas toxiques. Un autre point essentiel est la réappropriation de votre identité. Le narcissique a tenté de vous convaincre que vous étiez faible, fou, dépendant. Mais la vérité est tout autre. Des études en psychologie clinique montrent que les victimes de narcissiques développent une sensibilité accrue, une intuition plus fine. Ce qui était une douleur devient une capacité. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Cette phrase n'est pas un cliché. Vous êtes passé par la destruction, mais vous en ressortez plus lucide, plus vigilant, plus solide. Ce n'est pas une force qui écrase, mais une force qui éclaire. Une force tranquille, inébranlable, qui ne dépend plus du regard des autres. En transformant l'épreuve, vous créez une fondation nouvelle. Plus personne ne pourra utiliser les mêmes armes contre vous, car vous avez vu leur mécanisme. Vous savez désormais que l'amour n'est pas le contrôle. Vous savez que le respect n'est pas la peur. Vous savez que la lumière ne doit pas être cachée pour apaiser l'ombre de quelqu'un d'autre. Cette lucidité est la vraie victoire. Car le narcissique vit dans l'illusion, tandis que vous marchez dans la clarté. Et cette clarté devient une puissance intérieure durable, une boussole que rien ni personne ne pourra briser. La renaissance ne vient pas d'un coup. Elle se construit jour après jour, comme une aurore qui chasse peu à peu la nuit. Après le chaos, vous sentez d'abord un vide. Ce vide fait peur,
mais il est nécessaire. Freud expliquait que l'être humain se reconstruit souvent en passant par une phase de désidentification. Vous devez perdre l'ancien rôle pour écrire une histoire nouvelle. Nietzsche disait « Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante ». Votre chaos, c'était cette relation qui vous consumait. Votre étoile, c'est cette liberté qui émerge maintenant. La renaissance, c'est ce moment où vous réalisez que le pire est derrière vous et que l'avenir est un espace encore vierge. Les neurosciences parlent ici de neuroplasticité. Le cerveau blessé par le stress chronique peut se réparer. Les connexions neuronales changent avec les nouvelles habitudes. Des études montrent que 8 semaines de méditation réduisent significativement l'activité de l'amygdale, la zone de la peur. Cela prouve que la paix intérieure n'est pas un concept, mais une réalité biologique. Vous pouvez reconstruire vos circuits, littéralement, et inscrire la sérénité dans votre corps. Marc Aurèle, confronté à des guerres et à des trahisons, écrivait « La vie de l'homme est ce que ses pensées en font. » Vous avez le choix de vos pensées. Avant, elles étaient dictées par le doute, par le regard du narcissique. Aujourd'hui, elles peuvent être guidées par votre propre voix. Ce choix mental est déjà une renaissance. Vous sentez peut-être encore les cicatrices. Les souvenirs reviennent parfois la nuit ou dans une conversation banale. Mais ces cicatrices ne sont plus des chaînes. Elles deviennent des marques de survie. Carl Jung disait que le privilège d'une vie est de devenir celui que l'on est vraiment. Ces cicatrices vous rappellent ce chemin vers l'authenticité. La renaissance, c'est aussi le retour de la joie. Pas une joie bruyante, mais une joie simple. Le rire qui revient sans peur. Le silence qui n'est plus angoissant, mais apaisant. La capacité à contempler un instant sans attendre la prochaine tempête. Des chercheurs de Harvard ont montré que le bonheur durable ne vient pas des grandes réussites, mais de la qualité des liens. En quittant un lien toxique, vous ouvrez la porte à des liens vrais. Mais la renaissance ne signifie pas seulement guérir, elle signifie grandir. Vous devenez plus conscient des dynamiques humaines, vous reconnaissez plus vite les signaux d'alerte, vous développez un respect de vous-même que rien ne peut désormais ébranler. Sénèque écrivait « Celui qui est content de son sort est riche. Vous n'avez plus besoin d'un regard extérieur pour exister, vous êtes déjà complet. » La psychologie positive parle de « thriving », aller au-delà de la survie. Cela signifie que vous ne vivez plus dans la peur du passé, mais dans la création du futur. Vous reprenez des projets laissés en suspens. Vous redécouvrez vos passions, vos amitiés, vos rêves. Cette redécouverte est souvent plus intense qu'avant, car elle n'est plus filtrée par la peur d'être jugé. Et le narcissique dans tout cela? Son destin n'est plus le vôtre. Peut-être tentera-t-il de revenir, peut-être cherchera-t-il une nouvelle cible, mais cela ne vous concerne plus. Votre histoire a pris une autre direction. Comme l'écrivait Socrate, occupe-toi d'abord de toi-même et de ton âme, et tout le reste suivra. Votre âme n'est plus prisonnière, elle respire enfin. La renaissance après le chaos est une invitation à marcher plus léger, à construire sans chaîne, à aimer sans peur. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un pas en avant. Vous n'êtes plus celui ou celle qui cherchait à comprendre un être destructeur. Vous êtes celui ou celle qui a choisi de se comprendre soi-même. Et dans ce choix, il y a une puissance que rien ne pourra détruire. Une puissance née des cendres, nourrie par la sagesse, confirmée par la science. Une puissance intérieure qui fait de vous non seulement un survivant, mais un être transformé.